Bonjour à tous. Nous sommes rejoints aujourd'hui par Alex Kreiner, analyste de marché, auteur et ancien gestionnaire de fonds spéculatifs, pour discuter de ce qui se passe entre les pays de l'OTAN et la Russie. Alors, merci. Tout d'abord, merci d'être venu. Toujours un plaisir, Glenn. Heureux d'être parmi vous aujourd'hui et chaleureuse salutation à votre public. Eh bien, nous assistons actuellement à des développements importants, du moins c'est l'impression que cela donne, dans la guerre par procuration en Ukraine. Pokrovsk est tombée, ou du moins elle en est aux dernières étapes, très rapidement. Nous voyons Mirnograd être encerclé. Il est possible que les Ukrainiens parviennent à percer, certains d'entre eux, en débloquant les zones nord. Mais malgré tout, à quel point pensez-vous que la chute de Pokrovsk est significative, ainsi que la chute imminente de Mirnograd? Je pense que c'est extrêmement significatif, car d'après ce que je comprends, après Pokrovsk, il n'y a pas grand-chose entre la République de Donetsk et le fleuve Dniepr. Il y a une longue étendue de champs agricoles, et je ne crois pas qu'il y ait de lignes défensives substantielles à cet endroit. Donc, après Pokrovsk, les Russes ont pratiquement un champ libre jusqu'au Dniepr. Et il est même incertain qu'il y ait là-bas des défenses significatives. Nous pourrions donc assister à une progression très rapide des troupes russes vers le Dniepr, ce qui est précisément l'un des scénarios qui ne devait jamais se produire. Je me souviens de plusieurs entretiens et discussions de dirigeants occidentaux, des responsables occidentaux, en somme les conseillers du gouvernement ukrainien, disant « Vous ne devez pas perdre Odessa et vous ne devez pas laisser les Russes atteindre le fleuve, c'est-à-dire le Dniepr. » À présent que cela pourrait se produire assez bientôt, et je pense que cela pourrait entraîner l'effondrement du gouvernement à Kiev. Cela signifierait la fin du projet Ukraine tout entier. Eh bien, vous voyez maintenant la ceinture défensive de ville, qui fonctionne à nouveau comme une ligne de fortification, puisque les Ukrainiens peuvent l'utiliser comme centre logistique. Ils peuvent y héberger beaucoup de troupes, constituer une masse critique, lancer des contre-attaques, tout cela. Mais dans toute cette ceinture défensive, si vous partez de Pokrovsk, vous pouvez aller jusqu'à Kupiansk, ou Liman, Kostiantynivka, Kharkiv. Toute cette ceinture de centres logistiques importants. Ils sont tous sous pression maintenant, cependant. Enfin, pas Kharkiv, bien sûr, mais Kupiansk, Lyman, Kostiantynivka. Même sur le front de Zaporizhia, on voit les Russes avancer plus vite, à une vitesse incroyable maintenant, ce qui met un peu à mal ce nouveau discours que nous avons entendu à l'OTAN, selon lequel la Russie n'aurait pris que 1%, que la guerre serait dans une impasse. Mais comment voyez-vous l'effondrement plus large ici? Pensez-vous que si l'un tombe, les autres suivront? Parce que surtout, Kupiansk semble très mal en point en ce moment. C'est difficile à dire, mais je pense que ça va certainement accélérer l'effondrement des forces armées ukrainiennes. Parce que vous avez raison, Pokrovsk est un nœud ferroviaire très important, un centre logistique essentiel pour les défenses ukrainiennes. Et il y a aussi un réseau routier. Vous savez, ils sont reliés par Pokrovsk. Donc avec la perte de cela, c'est un gain stratégique pour les Russes. C'est presque comme perdre la reine dans une partie d'échecs. Et vous avez raison. Apparemment, les Russes avancent encore plus vite, de manière encore plus spectaculaire, dans la région de Zaporizhia. Je pense donc qu'il sera beaucoup plus difficile pour les puissances occidentales soutenant le gouvernement ukrainien de maintenir le récit selon lequel la guerre est dans une impasse, qu'ils pourraient renverser la situation, qu'ils pourraient vaincre les Russes. Les Russes perdent beaucoup d'hommes, mais ils continuent de progresser. Il est clair que l'armée russe gagne en puissance et non l'inverse. Même en termes de taille, en effectifs, l'armée russe se renforce
ce qui pourrait indiquer qu'elle se prépare à une grande offensive, peut-être jusqu'au fleuve Dniepr. Je pense que ce sera une défaite complète et totale du projet ukrainien. Et ensuite, en ce qui concerne l'Ukraine, cela pourrait marquer la fin de la guerre. Donc, d'une certaine manière, ce serait peut-être une bonne nouvelle pour le peuple ukrainien. Le gouvernement de Kiev devra changer. Il devra revenir dans l'orbite de la Russie. Mais ce serait une défaite pour l'OTAN, pour l'Union européenne et pour la Grande-Bretagne. Je ne mets pas les États-Unis dans cette même catégorie car il est très clair que Donald Trump a retiré les États-Unis de ce conflit, ce qui, comme vous le savez, n'a pas été propre, évident ou chirurgical. L'implication des États-Unis dans le projet Ukraine avait déjà été mise en place et truquée de manière à ce qu'il soit difficile pour Trump de simplement dire « Très bien, au revoir, nous en avons fini avec ça ». Cela a donc pris un certain temps, mais je pense que le moment décisif est survenu lorsque Trump a refusé de fournir une garantie de sécurité à Kiev, car c'était le déclencheur de la Troisième Guerre mondiale, c'est-à-dire d'un conflit ouvert entre la Russie et l'Occident uni. Et Trump a dit non. Alors maintenant, il ne leur reste plus que des mesures de pur désespoir. Ainsi, le dernier des Mohicans, Emmanuel Macron, veut encore trouver un moyen de déployer des troupes françaises en Ukraine. Mais vous savez, sans la garantie de sécurité des États-Unis, ils n'obtiendront absolument rien, à part peut-être se faire tuer. Et si l'on se fie aux précédents historiques, je pense que l'idée des Européens, comme pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, c'est que nous allons nous attirer des ennuis considérables, et que les Américains ne pourront pas simplement nous laisser tomber, ils devront venir à notre secours. Donc c'est tout ce qu'ils ont pour le moment, n'est-ce pas? Et leur pari, c'est que Trump ne pourra pas résister aux appels à venir les sauver. Je ne sais pas. Ce pari pourrait fonctionner ou pas. Mais même si c'était le cas, même si, d'une manière ou d'une autre, à la dernière minute, il parvenait à entraîner les États-Unis dans cette guerre, cela ne suffirait toujours pas à renverser la situation. Je veux dire, vous savez, Obama en 2014 a refusé de déclencher une guerre contre la Russie parce qu'il comprenait que la Russie avait une supériorité en matière d'escalade dans cette région et qu'il serait extrêmement improbable de gagner contre elle. Et je pense qu'aujourd'hui, il faudrait un miracle. Et je ne sais pas de quel genre de miracle il s'agirait. Vous savez, les Occidentaux sont doués pour faire tourner les imprimeries, mais on ne peut pas imprimer la logistique. On ne peut pas imprimer l'armement. On ne peut pas imprimer des troupes. On ne peut pas imprimer une force aérienne, une défense aérienne, et tout ce qui va avec. Il faut les avoir, et ils doivent être intégrés. Et cela n'existe tout simplement pas. Donc même si les États-Unis étaient d'une manière ou d'une autre contraints d'entrer dans cette guerre, je pense que l'Occident perdrait quand même. Tu sais, tu as probablement raison à propos des États-Unis qui essayent de rester à l'écart, car ils semblent avoir tout fait pour remettre la guerre entre les mains des Européens, qui l'ont accepté à bras ouverts, ce qui était un peu étrange. Mais tu sais, il peut maintenant dire « Eh bien, j'ai essayé d'y mettre fin. Zelensky ne voulait pas. Ils ont insisté pour continuer le combat. Les Européens l'ont sapé, donc ils voulaient la poursuivre. Donc ça, tu sais, nous nous en sommes déjà désengagés. On dirait qu'il a déjà son alibi prêt. Cependant, du côté des Européens, ils n'ont aucune solution quand les choses tournent mal. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est un cessez-le-feu temporaire. Mais comme les Russes l'ont dit, ce n'est pas la paix. C'est simplement une manœuvre pour prolonger la guerre. En fait, sur ce point, je suis tout à fait d'accord. Rien n'indique que les Européens considèrent un cessez-le-feu comme un moyen de mettre fin à la guerre, car ils ne veulent même pas discuter de quoi que ce soit de politique. D'aucune solution politique pour le moment.
mais entraîner les Américains là-dedans, en espérant qu'une guerre directe sauverait la situation. Est-ce vraiment le seul appui sur lequel les Européens peuvent compter aujourd'hui? J'aurais tendance à dire que c'est un peu trop fou. Mais peut-être pas, car en ce moment, il parle d'une guerre hybride menée par la Russie, avec tous ses drones, alors qu'il n'existe aucune preuve que la Russie en soit responsable. Tout cela est désormais présenté comme la preuve d'une guerre hybride à laquelle nous devons faire face. Ainsi, même si nous n'avons pas la puissance de feu nécessaire, nous semblons très prêts à aller rejoindre le combat contre la Russie. Encore une fois, je ne sais pas s'ils se contentent de se donner des airs ou s'ils espèrent réellement provoquer une sorte de crise pour faire intervenir les Américains. Eh bien oui, vous savez, je pense que c'est la seule base sur laquelle ils peuvent s'appuyer. Je ne vois absolument aucune autre solution. Mais je pense que les dirigeants européens, la direction de l'UE, les gouvernements de la France, de la Grande-Bretagne et de l'Allemagne, connaîtront eux aussi une défaite catastrophique dans leur propre pays. Il y a donc une certaine forme de désespoir à ne pas vouloir reconnaître la réalité et à simplement maintenir la situation aussi longtemps que possible. Et je pense que ceux qui sont les véritables instigateurs de cette guerre, que je crois être l'oligarchie financière sur l'axe Londres, Paris et Wall Street, pour eux, tant que la guerre continue, il reste une chance que la Russie tombe dans une sorte de crise. Vladimir Poutine pourrait être assassiné ou mourir pendant qu'il est au pouvoir. Vous savez, quelque chose de grave pourrait arriver, ce qui ouvrirait peut-être une opportunité pour eux, une sorte de brèche pour tenter à nouveau d'infiltrer la Russie, d'organiser une opération de changement de régime, d'amener une sorte de Maria Corina Machado, vous voyez, au Kremlin. Cela ouvrirait grand les portes de Troie, et ils pourraient alors prendre le contrôle de la Russie. Et ensuite, vous savez, le rêve continuerait, car ils utiliseraient probablement la Russie contre la Chine de la même manière qu'ils ont utilisé l'Ukraine contre la Russie, et ils obtiendraient leur grand prix, à savoir le contrôle de tout le continent eurasien. Eh bien, c'est un rêve peu probable, mais c'est possible tant que le conflit se poursuit. Et c'est pour cette raison que nous avons eu ce projet Alchemy en Grande-Bretagne, qui a été mis en place au début de l'opération militaire spéciale en 2022. Un groupe d'universitaires britanniques, d'agents de renseignement et de généraux de l'armée ont essentiellement rédigé un document de politique stratégique dans lequel ils ont souligné, à plusieurs reprises, que l'essentiel, l'impératif, était de maintenir les Ukrainiens dans le combat. Et cela, vous savez, a coïncidé avec la visite de Boris Johnson à Kiev, alors que la paix était déjà à portée de main. Elle avait déjà été presque entièrement convenue, dans les moindres détails. Et puis Boris Johnson est venu à Kiev et a convaincu Zelensky et son gouvernement, ne signez aucune paix, nous vous soutenons, continuez le combat. Ainsi, 1 ou 2 millions d'hommes ukrainiens plus tard, ils pourraient se retrouver dans une situation très difficile, car ils ont commis beaucoup d'erreurs. Ils ne pourront pas dissimuler leur rôle, ni prétendre qu'il s'agissait simplement d'un conflit entre l'Ukraine et la Russie. Et je pense qu'ils perdront aussi le privilège d'écrire l'histoire de cette guerre, ce qui est extrêmement important. Car s'ils avaient triomphé, ils auraient pu écrire l'histoire en disant « Oh, vous savez, le méchant Poutine voulait reconquérir l'Empire soviétique et s'emparer du territoire ukrainien. » Et toutes les nuances qui ont conduit à la guerre pourraient être balayées sous le tapis. En l'état, je pense que l'autre camp écrira l'histoire de cette guerre. Et beaucoup de personnes actuellement au pouvoir en Europe ne le seront plus. Appelons cela la force réactionnaire. Ce groupe gagnera énormément en crédibilité.
Vous savez, les gens qui ont été contre la guerre, contre les politiques de neutralité carbone, contre la destruction des gazoducs, contre la fermeture des centrales nucléaires. Parce que vous savez, la véritable transition énergétique imposée aux nations européennes fait partie de ce conflit. Alors tout cet édifice de cartes s'effondre et quelqu'un devra en assumer la responsabilité. Je suis content que vous ayez mentionné l'aspect économique, car encore une fois, ce conflit ne se joue pas uniquement dans le domaine de la géopolitique. Il y a un immense enjeu économique en jeu, ce qui explique pourquoi, bien sûr, l'oligarchie est très désireuse de maintenir cette guerre. Et comme vous l'avez dit, leur seule mission est de la prolonger. C'est aussi l'impression que j'ai, car peu importe à quel point la situation est mauvaise sur la ligne de front, la logique sous-jacente est qu'une guerre longue et prolongée se remettra à la Russie. Et en effet, il est toujours néfaste d'avoir une guerre longue et prolongée. Mais tant que l'on peut maintenir la guerre, cela serait considéré comme une victoire. C'est pourquoi l'effondrement actuel provoque beaucoup de panique dans de nombreux coins de l'Europe. Cependant, je voudrais simplement poser une question sur les différents avenirs économiques qui en dépendent. Je veux dire, l'issue de la guerre. Dans quelle mesure aura-t-elle un impact sur l'accès aux ressources, les dettes et les chaînes d'approvisionnement? Comment le pouvoir économique sera-t-il affecté par cette guerre, ou plus précisément, par son issue? Eh bien, pour l'Occident, cela va être catastrophique. Car vous savez, le système financier occidental est absolument à court de garanties. Et sans nouvelle garantie, tout ce que vous avez, c'est de l'argent imprimé à partir de rien, sans aucun soutien réel, ce qui conduit à l'hyperinflation. L'hyperinflation signifie essentiellement l'effondrement de la société. Il existe de nombreux précédents à cela. Si vous regardez la République de Weimar en Allemagne il y a 100 ans, ou l'effondrement de l'Union soviétique, je pense que ce sont probablement des précédents valables pour tenter de prédire l'avenir de l'Union européenne. Je pense que les États-Unis disposent d'une marge de manœuvre bien plus importante. Je pense qu'ils parviendront probablement à contourner cette crise dans une certaine mesure. Mais en ce qui concerne l'Union européenne, l'OTAN et le Royaume-Uni, ce sera morose. Absolument morose. Pour l'Ukraine, ce sera certainement une amélioration. L'Ukraine a été l'une des économies les moins performantes du monde depuis son indépendance en 1991, peut-être la pire. Du moins entre 1991 et 2014, l'Ukraine a été l'économie la moins performante du monde. Aujourd'hui, elle a été dévastée. Sa population est passée, je crois, d'environ 51 ou 52 millions en 1991 à, je pense, moins de 25 millions aujourd'hui. Une grande partie de son industrie a été détruite. Ils ont perdu des millions d'hommes, tués au combat, disparus, grièvement blessés, tu sais. Ils sont donc à un point bas, à partir duquel il sera relativement facile de provoquer une reprise économique pour l'Ukraine. Et je pense que cela devrait être un moment porteur d'espoir, car le potentiel d'intégration avec ce qu'on peut appeler le monde multipolaire est immense. Il est certain que d'importants investissements vont affluer vers l'Ukraine en provenance de la Chine et de la Russie, peut-être aussi de la Banque des BRICS. Nous verrons. Cela ne se fera pas immédiatement, mais cela pourrait arriver relativement vite. Et je vais simplement vous donner un exemple frappant de la manière dont les choses peuvent changer lorsqu'il existe une volonté de les changer. Une volonté politique. Il y a environ 4 ans, ou un peu moins de 5 ans, l'Azerbaïdjan s'est lancé dans un vaste projet de développement de ses infrastructures. J'étais présent à la conférence économique eurasiatique de Vérone en 2022, lorsque ces projets débutaient. À l'époque, j'ai eu l'impression que c'était un moment très porteur d'espoir.
Les gens discutaient d'idées et de projets de développement économique très concrets et constructifs. Depuis, l'Azerbaïdjan a construit 4000 km d'autoroutes et 447 ponts. They built 447 bridges. They've built something like Ils ont construit environ 50 tunnels, dont l'un est le deuxième plus long tunnel du monde, ainsi que 16 viaducs. Et tout cela a été réalisé en moins de 5 ans. Le coût total de l'ensemble de l'investissement s'élevait à environ 5 milliards de dollars. Voilà donc ce qui peut se produire lorsque les ressources d'une société ne sont pas gaspillées dans la guerre. Je ne parle pas ici spécifiquement de l'Azerbaïdjan. On pourrait dire que tout cela est controversé et qu'on ne ferait pas confiance à l'Azerbaïdjan, peu importe. Je parle simplement de ce qu'il est possible d'accomplir lorsqu'on consacre les ressources et les investissements d'une société à des usages productifs, au développement des infrastructures, des industries, et ainsi de suite. Et donc, vous savez, l'Ukraine va être un pays extrêmement important pour l'intégration eurasienne, car elle se trouve sur la mer Noire, un tampon entre l'Est et l'Ouest. Elle possède l'un des plus grands potentiels agricoles au monde, avec des terres extrêmement fertiles, ainsi que des ressources en charbon et en énergie. C'est donc un pays riche, sauf que sous la tutelle occidentale, toute la société a été façonnée précisément pour ce moment, simplement pour l'utiliser comme un instrument contre la Russie. Si ce potentiel avait été utilisé pour améliorer la vie du peuple ukrainien, des résultats très différents auraient été possibles. Et je pense qu'une fois cette guerre terminée, une fois que ce projet, l'Ukraine, aura été définitivement vaincu, à partir de ce moment-là, de tels développements deviendront tout à fait possibles. Je pense qu'avec l'aide de la Russie, de la Biélorussie et de la Chine, ces développements vont véritablement s'accélérer. Et probablement que dans 20 ou 30 ans, l'Ukraine sera un endroit complètement différent. L'ancien conseiller de Zelensky, Arestovitch, a un jour déclaré dans une interview que la grande ironie résidait dans le fait que les deux seuls pays qui auraient combattu pour l'Ukraine auraient été la Russie et la Biélorussie. Mais malheureusement, bien sûr, il se trouve maintenant du côté opposé. Oui. Mais il est intéressant que vous soyez optimiste quant à la renaissance de l'Ukraine. Car, eh bien, il est difficile de rester optimiste aujourd'hui quand on voit l'ampleur des destructions en cours. Et en effet, on souligne souvent la taille de l'Ukraine. Et vous savez, c'est important, car lorsqu'on observe tout le chaos qu'elle traverse, et qu'on garde à l'esprit les millions de personnes qui y vivent, on saisit mieux l'ampleur de la situation humanitaire dramatique. Mais à ce propos, il est intéressant de noter que l'énergie est devenue un élément clé de cette guerre, dans la manière dont chaque camp conçoit désormais la victoire. Bien sûr, la Russie considère l'effondrement de cette ceinture défensive comme un moyen d'intensifier réellement sa marche vers l'Ouest. Cependant, nous voyons aussi que des deux côtés, les attaques contre l'énergie sont perçues comme la clé possible pour mettre fin à la guerre. Autrement dit, l'Ukraine et l'OTAN privilégient les frappes contre les raffineries russes afin de provoquer l'effondrement de l'économie russe. Et c'est, en théorie, ce qui mettrait la Russie à genoux. Mais la Russie, de son côté, s'en prend désormais massivement aux infrastructures énergétiques de l'Ukraine. Surtout ces derniers jours, il semble que la stratégie principale consiste simplement à plonger l'Ukraine dans le noir et à laisser les choses se désagréger. C'est l'hypothèse. Je ne sais pas si vous voyez les choses de la même manière. Pour une raison quelconque, les Russes, ces derniers jours, ont fait ce qu'ils n'avaient pas fait au cours des 4 dernières années. Je ne sais pas pourquoi, mais il se peut qu'ils se préparent à une grande offensive vers le Dniepr, qu'ils veuillent briser complètement la résistance
et mettre fin à cette guerre. Bien sûr, ce n'est qu'une supposition. Nous verrons bien. Je ne sais pas pourquoi. J'ai entendu beaucoup de commentaires à ce sujet, et certains disent « Oh, les Russes en ont assez ». Mais je ne m'attendrai pas à ce que la direction russe perde son sang-froid ou sa patience dans les dernières phases de la guerre. Il y a probablement une raison tactique à cela, car sinon, ils auraient pu le faire à n'importe quel moment au cours des 4 dernières années. Ils ont choisi de le faire maintenant. L'Ukraine est presque complètement plongée dans le noir, et il semble que toutes ces centrales thermiques aient été détruites au point d'être irréparables. Une explication possible serait qu'il se prépare à une grande offensive vers l'ouest. Nous verrons bien, seul le temps le dira. Mais je ne mettrai pas vraiment sur le même plan ce que les Russes ont fait maintenant et ce que les Ukrainiens ont fait en lançant des attaques de drones contre les raffineries russes. Les résultats de ces attaques ne semblent pas avoir accompli grand-chose. Ils ont obtenu quelques images diffusées sur YouTube, X et ailleurs, et cela a fourni un bon matériau pour le récit selon lequel ils affaiblissent l'économie russe. Mais j'entends dire, de la part de personnes en Russie, que la plupart ne sont même pas au courant de tout cela. Et vous savez, quand on leur demande, par exemple, « Eh bien, y a-t-il de longues files d'attente dans les stations-service » ils répondent, « Quelle file? Il n'y a pas de file d'attente dans les stations-service. » Donc il semble que l'économie russe subisse peut-être quelques dommages marginaux à cause de tout cela, mais rien d'irréparable. Et cela ne semble pas du tout suffisant pour réellement déstabiliser l'économie. Et puis vous savez, je dois le dire, parce que nous, en Occident, avons été conditionnés pendant des générations à propos du fonctionnement des marchés financiers et des économies. Nous pensons que nous comprenons tout cela. Vous savez, j'ai étudié l'économie à l'université, je l'ai prise très au sérieux, et je pensais la comprendre. Mais ensuite, vous savez, si l'on compare les systèmes financiers occidentaux au système financier chinois, la Chine n'a pas connu de crise financière depuis, je ne sais pas, peut-être les années 1970 ou 1980. Ils n'ont tout simplement pas eu de crise financière depuis. Il y a eu un effondrement du marché immobilier et des crises sporadiques dans certaines industries, mais rien de comparable à un effondrement systémique comme celui que nous connaissons en Occident tous les quelques années. Vous savez, nous passons simplement d'une crise à l'autre et nous avons fini par penser que c'est normal. Expansion, récession et ainsi de suite. Donc nous nous attendons à ce qu'il en soit de même en Russie. Et vous savez, je travaille dans les fonds spéculatifs depuis 15 ans et probablement depuis aussi longtemps que je suis dans ce domaine. Il y a des gestionnaires de fonds spéculatifs qui investissent dans des positions à découvert sur la Chine. Ils disent, « Oh, la Chine, ils construisent tous ces villages Potemkin, des villes où personne ne vit, et blablabla. » Et donc, eh bien, vous savez, on s'attend à un effondrement de la Chine depuis 20 ans, et il n'est jamais venu. Alors, vous savez, si nous mesurons la Russie, la Chine et d'autres endroits selon nos propres critères, selon ce que nous pensons être normal, ce que nous croyons comprendre du fonctionnement des économies, bien sûr qu'on va se dire, oh, on attaque quelques raffineries, ceci ou cela, et ensuite l'économie va s'effondrer comme un château de cartes. Non, c'est pas forcément le cas. Je pense que c'est, encore une fois, davantage un vœu pieux qu'une analyse responsable. Oui, c'est intéressant. Eh bien, vous avez mentionné ce cycle de boom et de récession. J'ai toujours eu le sentiment que l'école autrichienne d'économie, même si je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'elle avance, offre au moins une très bonne explication sur les raisons pour lesquelles ces cycles continuent d'être alimentés. Et il est également intéressant de voir,
dans le contexte, par exemple, de l'économie chinoise ou russe, dans quelle mesure ils mènent des politiques qui créent en réalité ce type de cycle de boom et de récession. Mais il est tout de même intéressant de constater que la guerre est étroitement liée aux systèmes économiques actuellement remis en question. Comme vous le savez, après la crise financière mondiale de 2008 et 2009, nous avons vu à la fois les Russes et les Chinois commencer à reconnaître la nécessité de se découpler un peu, ou du moins de créer une alternative, car les Américains n'ont pas vraiment fait preuve de responsabilité budgétaire. Autrement dit, ils ont trop dépensé, trop emprunté et se sont retrouvés en crise. Et la solution a été « empruntons et dépensons encore plus ». Déjà à l'époque, on entendait Poutine parler du dollar américain comme d'une sangsue, quelque chose qui aspirait la vitalité des autres économies. Et les Chinois ont commencé à évoquer une économie post-américaine, en lançant à partir de 2013 l'initiative des nouvelles routes de la soie. Ensuite, ils ont mis en place Made in China 2025, dans l'objectif de prendre le leadership technologique. Ils développaient toutes ces nouvelles banques de développement et internationalisaient le yuan. Alors, comment évaluez-vous, après la guerre en Ukraine, les stratégies économiques de la Russie, de la Chine et des pays des BRICS? Parce que je pense que Trump est prêt à abandonner l'Ukraine, mais il semble avoir presque déclaré la guerre aux BRICS. Il voit cela comme une remise en cause de la primauté des États-Unis. Oui, c'est exact. Yeah, correct. Well, it seems clear to me that Eh bien, il me semble clair que dans une large mesure, les nations des BRICS, principalement la Russie et la Chine, vont appliquer le système national d'économie politique, également appelé le système américain d'économie politique, car ce système est bien meilleur pour la société dans son ensemble. On obtient ainsi une prospérité croissante, un niveau de vie plus élevé, l'industrialisation et le développement des infrastructures. C'est exactement ce que j'ai mentionné à propos de l'Azerbaïdjan il y a quelques minutes. C'est ce que la Chine a mis en œuvre au cours des 40 dernières années. C'est ce que la Russie met en œuvre. C'est ce que les États-Unis ont mis en œuvre au XIXe siècle, lorsqu'ils sont passés d'un ensemble de colonies à une superpuissance mondiale en environ 50 ans. being a world superpower in the space of about 50 years is the same system that under the C'est le même système que les Allemands ont mis en œuvre après 1870, selon les politiques formulées par Friedrich List. Et dans chaque cas, ces politiques ont conduit à des avancées spectaculaires, le développement des industries, des infrastructures, des technologies, voire une renaissance démographique dans toutes ces nations. Je pense donc que cela est désormais bien compris, car il a été défendu par des personnes comme Lyndon LaRouche. Je sais que Sergueï Glaziev était un lecteur assidu et passionné des travaux de LaRouche, et que cela a influencé la réflexion russe sur le développement économique. Je suppose que cette influence s'est étendue au-delà. C'est l'alternative au système britannique de libre-échange, qui est fondamentalement une course vers le bas, où chacun doit se réduire à une main-d'œuvre à bas prix, sans normes environnementales, sans niveau de vie, sans développement des infrastructures, et ainsi de suite. Les choses que nous voyons aujourd'hui en Grande-Bretagne et aux États-Unis, même en Europe en général, une lente et constante dégradation de l'économie, la détérioration des infrastructures, le niveau de vie qui baisse de plus en plus, et ainsi de suite. Je pense qu'il est clair que c'est la voie que les nations des BRICS vont désormais suivre. Le problème qui reste à résoudre est celui du système monétaire, car le système monétaire que nous avons actuellement en place est purement frauduleux. C'est en quelque sorte l'épicentre, le système qui empoisonne presque toutes les relations dans la société et les transforme en une perversion d'elle-même. Et c'est à peu près le système que nous avons partout dans le monde, et il doit être réformé, même en Russie et en Chine.
Eh bien, je sais que les Russes travaillent sur ce problème depuis très longtemps et qu'ils ont des modèles, des idées et diverses initiatives. Mais je ne suis pas sûr que quoi que ce soit ait encore été convenu de manière définitive. Je pense que le besoin de réformer ce système a également conduit à la création de choses comme le Bitcoin et les crypto-monnaies, parce que les gens ont compris que ce système gâchait tout le reste, et qu'il nous fallait un autre type de système monétaire. Donc cela reste à voir. Mais je pense que tel qu'il est, le système national d'économie politique est sans aucun doute beaucoup plus prometteur pour l'avenir de l'humanité et pour l'avenir de la paix également. J'ai en fait rencontré Sergueï Glaziev il y a 2 semaines à Minsk et je pense que les gens sous-estiment à quel point cette pensée économique a refait surface en Russie. Je dis refait surface parce qu'elle y existait déjà autrefois. Beaucoup de ces idées, bien sûr, ont commencé en Russie. Ensuite, il y a eu Alexander Hamilton, puis Friedrich List, qui appréciait vraiment ces idées et les a développées, souhaitant quelque chose de similaire pour l'Allemagne. Mais toutes les idées de Friedrich List ont ensuite été rédigées, publiées sous forme de brochures et diffusées en Russie. Et Sergueï Witt, le ministre des Finances de la Russie du XIXe siècle, a lui aussi fortement promu ces idées. Mais malgré tout, parce que nous devons toujours diaboliser nos adversaires, nous qualifions la Russie de station-service déguisée en pays, capitalisme de gangsters, tout ce genre de choses. Et pour la Chine, nous utilisons le mot communisme pour une raison quelconque, afin de décrire ce qui s'y passe. Mais je pense que nous finissons par nous tromper nous-mêmes en ressentant toujours le besoin de diaboliser nos adversaires. Parce que je pense qu'il s'agit, appelons cela le capitalisme industriel, ou le nationalisme économique de Friedrich List. Je pense que c'est la principale direction qu'ils prennent. Et si l'on examine les recettes économiques, si l'on peut dire de Friedrich List et du système américain, soudainement, le modèle chinois et le modèle russe commencent à avoir beaucoup de sens. Si l'on considère l'accent mis sur la souveraineté technologique, leur propre corridor de transport physique pour relier les instruments financiers de nouvelles banques, l'utilisation des monnaies et l'attention portée à l'économie réelle afin d'éviter cette financiarisation qui ne sert qu'à aspirer la puissance productive. Et, comme vous le dites, aussi une course vers le bas, car une partie du problème est que plus le système devient efficace, plus la marge d'erreur avant l'effondrement se réduit. Eh bien, on peut déjà voir que cela est arrivé au bout du chemin. Donc oui, je ne sais pas si vous avez des réflexions finales à ce sujet avant que nous concluions. Non, je pense, tu sais, je suis d'accord avec ce que tu dis. Et je pense qu'il est temps, nous allons assister à une bifurcation du développement dans le monde. Et tu sais, l'administration Trump a été extrêmement controversée, c'est le moins qu'on puisse dire. L'une des pires choses à faire est d'écouter les déclarations de Trump et de les prendre au pied de la lettre. Mais il me semble que, comme cela a été annoncé, car ils l'ont effectivement annoncé, Trump essaie en réalité de ramener les États-Unis vers le système américain. Et je pense que de plus en plus de preuves apparaissent montrant qu'ils le font réellement. Et cela implique en partie d'apporter la paix dans le monde. Et donc, encore une fois, le rôle de Trump est extrêmement difficile à cerner. Il part dans tous les sens. À de nombreux moments, il semble être exactement le contraire de ce qu'il est. Mais l'une des choses que j'ai apprises à la conférence sur l'intégration eurasienne de Vérone à Istanbul, il y a environ 10 jours, eh bien j'y ai rencontré un ministre de la République serbe de Bosnie. La République serbe de Bosnie est une entité constitutive de la Bosnie-Herzégovine, qui, comme vous le savez,
n'est pas vraiment un nom familier. C'est un pays presque enclavé au cœur de la péninsule balkanique, dans les Balkans occidentaux. Et les Britanniques ont en grande partie manipulé cette région pour en faire le deuxième front de la guerre de l'Occident contre la Russie. Et c'était extrêmement dangereux parce que, c'est là que la Première Guerre mondiale a commencé, avec l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand en 1914. Et donc, vous savez, certains des mêmes schémas commençaient à se reproduire là-bas. Les tensions montaient entre Serbes, Croates et musulmans. Et disons que si cela s'était transformé en conflit militaire, cela aurait pu évoluer en une véritable troisième guerre mondiale sur le continent européen. Donc une situation extrêmement préoccupante, extrêmement dangereuse, mais pas un sujet de conversation courant en Occident. On n'en parlait pas du tout en Occident. J'en suis au courant parce que je viens de là-bas, n'est-ce pas? Et donc j'ai prêté attention et j'étais extrêmement inquiet qu'il se passe quelque chose de vraiment grave. Il était très clair que c'était l'influence britannique qui créait cette poudrière. Alors, qu'ai-je appris de ce responsable gouvernemental de la Republika Srpska? J'avais déjà entendu certains retours de Bosnie, selon lesquels les choses s'étaient en fait améliorées depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Mais vous savez, les impressions des gens, ceci, cela, donc je n'étais pas très sûr. Quoi qu'il en soit, il y avait un membre du gouvernement là-bas, et je me suis dit qu'il fallait que j'aille lui poser la question. Il s'appelle Denis Šulić. Je lui ai demandé, « Denis, ce que j'entends, est-ce vrai? » Et il a été très catégorique. Il a dit, « Oh oui, les choses vont beaucoup, beaucoup mieux. Depuis que Trump est arrivé au pouvoir, les tensions se sont nettement apaisées et la différence est comme le jour et la nuit. » Alors pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que cela ne pouvait pas être un hasard. Vous savez, ça ne pouvait pas être arrivé par erreur, ce qui signifie que les gens de l'administration Trump devaient être conscients du problème. Et j'ai entendu un homme politique croate de Bosnie dire que, lorsqu'il est allé faire son premier exposé au département d'État à Washington, il a dit, « Vous savez, je pensais que j'allais devoir leur expliquer où se trouve la Bosnie sur la carte, et ainsi de suite. » Mais lorsqu'il est arrivé, il a été choqué. Ils étaient déjà très très bien informés et parfaitement au courant de la situation. Donc il fallait savoir ce qui se passait là-bas, et il fallait prendre des mesures actives pour apaiser les tensions et désamorcer la situation avant la guerre. Ils ont donc dû aller là-bas et dire aux Britanniques, « Il y a un nouveau shérif en ville. Vous partez d'ici, nous prenons le relais. » Et maintenant, il dit, « Nous négocions avec les Américains désormais. Nous ne traitons plus avec les Britanniques. Et les choses vont beaucoup, beaucoup mieux. » Donc, vous voyez, cela me dit que, malgré toutes les controverses, les fausses pistes et les signaux contradictoires émanant de l'administration Trump, ils essaient en réalité d'empêcher le déclenchement de la Troisième Guerre mondiale, ce qui corrobore ce que Kirill Dmitriev a dit il y a quelques semaines. Il a dit que Vladimir Poutine et Donald Trump empêcheront le déclenchement de la Troisième Guerre mondiale. Il a dit « empêcheront ». Il n'a pas dit « pourraient »,« devraient » ou « peuvent ». Il a dit « empêcheront ». Cela me dit encore une fois que peut-être au niveau des accords en coulisses et des communications officieuses, ils comprennent ce qui se passe et essaient de contrecarrer la marche vers la guerre. Et cela, je pense que ce changement de direction implique probablement aussi que les États-Unis s'éloignent du modèle britannique de libre-échange pour revenir au système américain d'économie politique. Ce qui peut-être, d'ici quelques années, sera une très bonne nouvelle pour l'économie américaine et pour le peuple américain. Maybe a few years from now will be really good news for the American economy and the American people. So I think it's a very hopeful inflection point
Je pense donc que c'est un moment charnière très porteur d'espoir dans le monde. C'est juste que vous savez, les informations que nous recevons par les médias, les réseaux sociaux, tous ces influenceurs, sont en grande partie négatives. Je pense donc que certaines personnes sont très découragées et très pessimistes. Mais je crois qu'il existe un élan très important vers des opportunités positives, une sorte de dénouement de toutes ces crises. Quoi qu'il en soit, j'espère avoir raison. Je pense que j'ai raison. Tout le monde ne sera pas convaincu, mais le temps nous le dira. Eh bien, cela ne me surprendrait pas si Trump voulait effectivement revenir à cela. Je veux dire, Andrew Jackson est son président préféré. Et bien sûr, il était là à l'apogée du système américain au début du 19e siècle. Mais il est aussi important de se rappeler que le système américain existait parce que les États-Unis ne pouvaient pas vraiment rivaliser sur le marché libre avec les Britanniques. C'est pourquoi on parlait d'impérialisme du libre marché, par opposition à la raison pour laquelle le commerce équitable était considéré comme meilleur que le libre-échange. Maintenant que les États-Unis ont du mal à rivaliser avec la Chine, je suppose qu'il est logique de revenir en quelque sorte au principe du commerce équitable. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup. Glenn, merci pour l'invitation. Tu es toujours un plaisir de te rejoindre. À la prochaine. Merci, prenez soin de vous.